Vous êtes sur la première, Yorana, merci d'être avec nous. Dans l'actualité de ce mardi, une famille de Pirée est sinistrée ce soir. C'est une explosion qui a fait basculer leur vie en un claquement de secondes. Les flammes ont tout ravagé sur leur passage. La revalorisation du SMIC à 2% est un pas, mais les salariés concernés ne s'en réjouissent pas plus. Si 3 000 francs viennent s'ajouter à leur salaire, ils ne permettront pas forcément d'améliorer leurs conditions de vie. L'échéance est encore lointaine, mais les lignes commencent à bouger en coulisses. Le Tapura Huir Atira devra choisir ceux qui défendront ses couleurs aux élections législatives. Ils sont 8 candidats potentiels. Nous rejoindrons Natacha Silagi à la mairie de Pirée où se tient le conseil politique du parti pour en savoir plus. La baisse régulière de la radioactivité, la faible évolution géomécanique de Moruroa et Fangataufa, les chiffres de d'après-nucléaire sont bons selon la Commission d'information des anciens sites d'expérimentation nucléaire du Pacifique. Les explications dans ce journal. C'est dans le quartier Vernier, à Pirée, que s'est déclenché en fin de matinée un terrible incendie. Une maison a totalement été ravagée, un domicile qui abritait 2 retraités. Ils ont tout perdu. Ce soir, le reportage de Brigitte Olivier et Marcel Bonneau. Un grand brasier, les flammes de l'enfer, un incendie d'une violence inouïe. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à l'éteindre. Des secours d'autres communes ont été obligés d'intervenir. On est appelé en renfort et donc on essaye de limiter. 2 personnes âgées étaient à l'intérieur de la maison. En état de choc, elles se sont réfugiées dans leur voiture en attendant l'arrivée de leurs enfants. La propriétaire évoque le bruit d'une explosion, ce que confirme un voisin. Vous avez entendu un grand boom comme les propriétaires ce matin ? Oui, il n'y a pas un grand boom, des grands booms. Il y en a eu plusieurs d'explosions quand même. On est venu voir là, il y avait quelqu'un qui disait je crois qu'il y a la maison à côté, au voisin qui a peut-être brûlé là. Il faudra appeler les pompiers. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais en quelques minutes. Pas de blessés, juste un monsieur légèrement brûlé. Ma maison, ça c'est pris la. Vous avez mal ? Non, c'est superficiel. Tous les moyens ont été utilisés pour tenter de stopper cet incendie. Mais ce soir, la maison est totalement détruite. Toute une vie partie en fumée. La grève s'est terminée hier soir après plusieurs jours de négociations. Le gouvernement et les syndicalistes ont signé un protocole d'accord. Au menu des changements, la gouvernance de la CPS, l'obligation vaccinale et le salaire des employés au SMIC. On se penche tout de suite de plus près sur le contenu de ce protocole avec Natacha Silagi et Jérôme Lee. La signature, enfin, et une sortie de conflit après plus de 40 heures de négociations laborieuses. Syndicalistes et gouvernement ont le sourire. Ils ont trouvé un accord. Il y a eu quelques tensions comme d'habitude, mais je crois qu'on a su rester digne. Je suis heureux. Ah oui, c'est difficile, hein, c'est fatigant, puis on a toujours peur de dire des bêtises ou péter les plombs. La donne va donc changer pour la gouvernance de la CPS, pour la loi sur l'obligation vaccinale, le SMIC et les nouveaux chômeurs. La composition du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale avec au centre la réforme de la PSG déficitaire est resté le point essentiel de blocage. Le président sera donc élu pour 3 ans, aucune limite d'âge pour les membres du conseil d'administration composé de 15 représentants comme le souhaitait le gouvernement, avec des décisions qui devront être validées par les 3/4 des suffrages exprimés, proposition des syndicats. Les grévistes et les antivax opposés surtout à l'obligation vaccinale ont leur réponse. La loi sur l'obligation vaccinale est assouplie, les contrôles qui en découlent moins sévères et elle pourrait être retirée en fonction de l'évolution sanitaire. Autre décision négociée pour les salariés les plus modestes, l'augmentation du SMIC de 2% effective dès demain et qui atteindra 4% fin 2022. La mise en place d'une caisse de chômage aussi au centre des débats, pas concrète pour l'instant. Un fonds d'aide aux salariés au chômage depuis le Covid, financé par le pays, les patrons et les salariés, et lui validé. Enfin, les professionnels de santé ont eux aussi eu gain de cause. Les congés pris pendant le confinement leur seront recrédités au cas par cas selon la réglementation. Le bon sens l'a emporté sur les intérêts individuels, l'intérêt général a primé. Donc voilà, il faut tous se réjouir
sortir de cette grève. Avec de longues journées de négociations et de soirées de négociations, il était temps de mettre un terme. Une fin de crise bien négociée de l'avis du gouvernement et des syndicalistes. La grève aura duré 4 jours. Des négociations terminées et un protocole signé. Concrètement, qu'en pensent les concernés? Les opposants à l'obligation vaccinale annoncent qu'ils vont poursuivre leur mouvement. Les retraités valident la composition du conseil d'administration de la CPS et les employés au SMIG ne sont pas très satisfaits de l'augmentation de 2% à venir. Ce n'est pas assez pour acheter des biscuits aux enfants, regrette Tamata, un chauffeur de bus rémunéré au salaire minimum garanti. Natacha Silagi, Jérôme Lee. Tamata fait ses calculs. Il est chauffeur de bus et pour lui, l'augmentation du SMIG représente 3 000 francs de salaire en plus, soit 158 000 francs net par mois. Après mon calcul, 18 francs de plus avec le taux salaire en ce moment actuel. Tu multiplies par 169, c'est dans les 3 000 et quelques. Il y a les chauffeurs de bus et les agents de nettoyage qui touchent moins que le SMIG. Eux non plus ne sautent pas au plafond. On ne gagne même pas trop le SMIC, on n'est même pas à 150. 3 000, c'est quoi 3 000 ton avis? Si tu gagnes 90 000 par mois, c'est quoi 3 000 pour toi? La nouvelle gouvernance du conseil d'administration de la CPS est-elle validée par les 40 000 retraités? Oui, mais ils réclament leur siège. Nous, on pense que 15 personnes au sein du CA soient être plus rentables, plus efficaces que 28, comme c'était avant, et encore plus sur 66, parce qu'avant, il y a 66, c'est les 3 régimes. Donc nous sommes favorables à cette disposition, sauf que nous demandons que parmi les sièges du gouvernement, ils en ont 5, qu'ils laissent un siège pour les retraités. S'agissant de la loi sur l'obligation vaccinale, les opposants sont déçus qu'elle ne soit pas supprimée. Selon eux, diviser le montant de l'amende par 2 n'est pas suffisant. Pour l'obligation vaccinale, nous allons continuer nos actions pour faire comprendre à nos autorités que nous voulons bien faire supprimer cette loi selon nos droits, c'est-à-dire, comme on l'a démontré déjà, nous faisons circuler une pétition référendum selon nos droits qui vise à faire obliger les élus à supprimer cette loi. La route est encore longue avant que chacun estime avoir gagné son combat. Et le CESEC valide également l'augmentation du SMIG pour assurer aux salariés une amélioration de leurs revenus. Mais pour les élus de la 4e institution, cette revalorisation ne garantit pas pour autant un niveau de vie acceptable. Les membres insistent par ailleurs, une refonte de la fiscalité doit être engagée. Les charges pour les entreprises doivent être allégées, les taxes aussi. Christophe Plé, le président de la CPME, regrette que cette décision ait été prise sans avoir consulté le patronat. Il l'a dit à Miritou Matariri et Jérôme Lee. Ça nous paraît, nous, un petit peu, si vous voulez, risqué, hasardeux, de prévoir des augmentations du SMIC, d'abord sans avoir eu le consensus des organisations patronales qui n'ont pas été consultées, et 2, dans une situation où les entreprises sont encore très fragiles, que la reprise économique n'est absolument pas complète, et donc d'annoncer des augmentations du SMIC à grande échéance nous paraît complètement hasardeux. On était tous, et ça faisait l'unanimité, tous d'accord pour une augmentation du SMIC de 2%. L'augmentation du SMIC qui impactera les sociétés dont la charge salariale est très importante avec une majorité de bas salaires. Toujours pas de reprise de vol annoncée à Ayatea. Les pompiers de l'aéroport sont toujours en grève. Ils remettent en cause le management du responsable des ressources humaines. Seul point d'achoppement aujourd'hui. Les discussions entre les représentants de salariés et la direction ce matin n'ont pas abouti. En attendant qu'un accord soit trouvé, ce sont les habitants qui payent les frais. Les précisions de la responsable d'escale de Air Tahiti, Angèle Amiot, au micro de Julien Vescovali. Depuis mercredi, il y a quand même un petit cafouillage au niveau de la clientèle. Ils ne comprenaient pas trop que nous soyons à Air Tahiti présents, qu'il n'y ait pas d'avion. Mais on leur a expliqué au fur et à mesure. Ce sont les pompiers d'ADT de Ayatea qui sont en grève. C'est ni Air Tahiti. Nous, on est là, on fait acte de présence pour justement renseigner les passagers pour ce qui se passe.
Et pour l'heure, aucune nouvelle rencontre n'est programmée. Et les voyageurs qui n'ont pas pu être transportés en avion l'ont été en bateau. Et vous le savez, le pass sanitaire est imposé depuis le 22 novembre. Vous allez le voir dans ce reportage de Hiti Manaki. Les passagers s'adaptent, mais difficilement. Regardez. Depuis le mois de mars, la Petahi Express effectue 3 rotations dans les îles Soulevant par semaine. Nouveauté depuis le 22 novembre, le pass sanitaire est entré en vigueur, ce qui sème le doute chez certains passagers car le pass est appliqué uniquement dans le sens Tahiti vers les archipels. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est l'obligation, car à ce moment-là, on supprime la liberté de chacun. C'est un mal nécessaire si l'objectif est de sauver l'économie. Du côté des membres d'équipage, la formation a permis à chacun de faire de la pédagogie avec les passagers, et ce, dès le début de la rotation. On a déjà commencé à gérer il y a 2-3 mois de cela. Et avec le contrôle des documents, tous les passagers entrant, venant de Tahiti. Et puis là, s'il faut remettre le contrôle de passe sanitaire, pour nous, il n'y aurait pas réellement d'impact sur le contrôle des documents et le contrôle des passes sanitaires. On essaie de communiquer le plus possible également sur les dispositions en fait, à prendre pour pouvoir embarquer. Et donc voilà, c'est de la communication, beaucoup de communication en tout cas à notre niveau. Depuis le début de cette semaine, les passagers à destination des différents archipels seront dans l'obligation de montrer le précieux sésame pour pouvoir se déplacer. Ah oui, et depuis la semaine dernière, donc. Politique, à présent, c'est ce soir que le Tapura Huir Atira choisira ses candidats pour les élections législatives. Le parti d'Edouard Fritsch se réunit actuellement en conseil politique. Les membres sont appelés à se prononcer avant que les représentants soient présentés officiellement lors d'un mini-congrès prévu demain matin. Ils sont 8 à briguer un siège au Palais Bourbon. Nicole Bouteau en est une. Et même si elle a claqué la porte du gouvernement, elle a toutes ses chances. Le président du pays l'a dit à Natacha Silagi et Marcel Bonneau. A priori, aucun candidat ne fait l'objet de soucis particuliers, de problèmes de tiraillement ou autre. Je crois que, puisque vous parlez de Nicole... Même si elle a claqué la porte, elle pourrait avoir la majorité qui la soutient aujourd'hui au sein du Tapura. Elle n'a pas claqué la porte. C'est la porte du gouvernement qu'elle a claquée, mais pas la porte du Tapura. Je vous rappelle qu'ici, on est dans le cadre d'une réunion du parti et effectivement, elle est venue se soumettre, comme tout le monde, à la question d'opportunité avec la commission d'investiture. Donc, on va bien voir ce soir. Donc, vous saurez faire la différence. Bien sûr. Le suspense prendra fin dans quelques heures. Natacha Silagi, bonsoir. Alors, est-ce que vous savez à cette heure qui seront les porte-drapeaux du parti majoritaire ? Bonsoir. Alors, pour l'heure, on ne peut pas encore vous le confirmer, puisque le conseil politique est en cours. Mais ce que je peux déjà vous dire, d'ores et déjà, c'est que certains candidats ont plus de chances que d'autres d'être désignés. Tepua Rauri Terithei, présidente du groupe Tapura à l'Assemblée, également conseillère municipale à Paea, pourrait faire l'unanimité ce soir dans la 2e circonscription. Dans la 3e circonscription, c'est le fils aîné de l'ancien maire des îles Soulevant, Touterei Tetouanoui, qui pourrait lui faire l'unanimité dans la 3e circonscription. Il est médecin et ex-directeur de la direction de la santé. Et puis enfin, dans la 1re circonscription, c'est là qu'il pourrait y avoir un peu de débat, puisque Nicole Bouteau, ex-ministre de l'économie, est candidate aux côtés notamment de Virginie Bruand, la représentante Tapura à l'Assemblée. Alors vous avez entendu le président du pays, il a dit que ça ne posait pas de problème et qu'il saurait faire la différence entre le gouvernement et son parti politique. Nous verrons cela tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, le Tapura va devoir trancher ce soir, puisque le Tavini comme le Tahuera ont déjà présenté leur liste de candidats pour le 12 juin prochain.
Effectivement, il s'agit bien de Touter Toumahey, fils de l'ancien maire de Pounaouia. Et oui, les autres partis politiques ont également fait leur choix. Le Tavini Huir Attira mise entièrement sur la jante masculine. Le plus jeune a 21 ans, il s'appelle Temat Ey Le Gaïk et il est candidat dans la première circonscription. Steve Chayou, 36 ans, représente lui le parti indépendantiste dans la deuxième. Et enfin, Moetei Broderson est candidat à sa propre succession. Et de son côté, Gaston Floss, même en sursis, a annoncé à nos confrères de Tahiti Info être de la partie, alors que le président du Amuiteira est dans l'attente d'une décision de justice, celle de la Cour de cassation, qui devra confirmer son inéligibilité ou pas. Avec lui, Tauhiti Nena se représente pour la 3e fois de sa carrière. Et enfin, on retrouve Jonathan Tariha, le maire délégué de Veirao, pour mener la liste dans la 3e circonscription. Ces candidatures seront présentées à un congrès prévu en janvier prochain. Et sachez que les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. La Cour et les jurés se réunissent au tribunal de Papeete pour la dernière session d'assises de l'année. Elles se tiennent jusqu'au 30 novembre. 6 affaires sont inscrites au rôle, 2 homicides involontaires et 4 viols. Celui notamment qui met en cause l'ex-entraîneur de boxe du club d'Aurei qui avait abusé de 4 mineurs. Une affaire que nous vous révélions en février 2016. Il sera à la barre une nouvelle fois la semaine prochaine. Les chiffres de la radioactivité, la surveillance des sites d'expérimentation nucléaire, autant de sujets abordés par la commission d'information qui s'est réunie ce matin. Les représentants de l'État qui ont fait le déplacement persistent et signent. Les calculs du livre toxique sont faux. Si l'État veut se montrer plus transparent, les associations se méfient de ces chiffres bien trop optimistes. Le point avec Cybèle Plichard et Nicolas Suire. Je tiens à le dire avec simplicité et clarté ici, les calculs du livre toxique sont faux. Ils se sont déplacés pour le dire haut et fort. La France n'a pas menti sur l'impact des essais nucléaires dans le Pacifique. Sans vouloir minimiser les retombées radioactives de 6 tirs aériens sur Tureia, les Gambiers et Tahiti, les autorités de l'État balayent les conclusions du livre toxique. Ces calculs qu'ils ont refaits de façon erronée étaient présentés dès 2006 dans un ouvrage, mais malheureusement très technique, très scientifique, très détaillé, de 450 pages. Ce qui est absolument nécessaire, maintenant qu'on a vu ce livre toxique, c'est de rédiger un ouvrage accessible à tous. La table ronde parisienne, puis la visite du président Macron en Polynésie conduisent officiellement à plus de transparence. 31 cartons représentant 3% des archives du nucléaire ont été ouverts et triés, les documents dits proliférants retirés. Concrètement, lorsqu'on tombe sur un document de ce type, on le retire du carton. On met à la place une fiche qui indique qu'on a retiré un document qui présentait un risque, ce qui permet finalement, dès qu'on l'a retiré, de rendre le carton totalement communicable pour les chercheurs. Moi, ma mission dans tout ce dossier consiste simplement à assurer auprès du Premier ministre que l'ensemble de toutes ces démarches, à la fois de transparence, de réparation et de remise en état, et également d'indemnisation des victimes, soient menées dans un séquençage rapide. Les bons chiffres de la radioactivité, les faibles mouvements des atolls, l'association 193 n'est pas convaincue et réclame une expertise indépendante. Les conclusions ne nous étonnent plus. Tout va bien à Mourou et Fangataufa. Ce sont des îles formidables. Tout est on a l'impression qu'il n'y a jamais eu 193 essais nucléaires sur ces 2 atolls. Et donc, nous, notre réaction à 193, c'est encore une opération de com de la part de l'État qui ne change pas. Tout en poursuivant son travail d'information, l'État annonce le recrutement de 3 agents pour faciliter les indemnisations des habitants des îles. Les ayants droit auront 3 ans supplémentaires pour constituer leur dossier et la dépollution débutée au Gambier doit se poursuivre au Tuamotu. Et sachez qu'une mission est organisée à Moruroa demain. Et parce que l'actualité de ces derniers jours n'a pas été très gaie, la Maison de la Culture vous propose de prendre l'air en
musique et de renouer les liens avec la culture grâce à des ateliers de tressage, de confection de tifeifei ou encore de paré au pain. C'est le programme du festival Hairemai dans lequel vous retrouverez aussi une exposition-vente d'objets artisanaux. Et je vous le disais, il y aura de la musique également. Tefare Tauhitinui vous propose 2 soirées de concert, jeudi et vendredi soir. Ce festival célèbre aussi les 50 ans de l'établissement. On écoute le ministre de la Culture, Heremwanam Am Atoya Hutapu. Il répond à Nicolas Suir. Cet établissement, Tefare Tauhitinui, est né en 1971. On avait prévu tout au long de l'année plusieurs rendez-vous, mais on n'a pas pu tenir notre calendrier. Donc ce festival, c'est aussi pour célébrer les 50 ans de cet établissement qui est né d'une vision de quelques jeunes de l'époque. Je tenais à saluer à ce niveau-là Joël Alain, Alban Elacote et mon père Makote Vané qui ont été à l'origine de la création de ce mouvement qui avait été créé en France par André Malraux autour des maisons des jeunes, maisons de la culture. Et sachez que le festival se poursuivra en ligne avec la diffusion de l'histoire du Heiva. Rendez-vous sur la plateforme numérique pour en bénéficier. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mardi concerne cet incendie d'une violence inouïe qui a eu lieu à Pirée en fin de matinée. Il a ravagé le domicile d'un couple de retraités après une explosion. L'origine du drame est encore inconnue, mais il a fait basculer la vie à des 2 sexagénaires. Ils ont tout perdu dans les flammes. À la une de la Dépêche, demain, un nouveau livre pour contrer toxique. On parle bien sûr de nucléaire, pas de Tahiti Info, à 7h. Au programme de votre soirée sur la première, 2 épisodes de la série SWAT, puis un film dramatique, Kursk. Il retrace la tragédie du naufrage d'un sous-marin russe. C'était en l'an 2000. Merci de nous rester fidèles. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.